revue de carte 2000. Une présentation de Molson Export, jeune depuis 1903. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Pierre Houde en compagnie de Bertrand Houle. Bienvenue à ce résumé de la saison 2000 de la série Kart. Une saison de 20 courses, Bertrand, qui a été marquée par toutes sortes de rebondissements, autant chez les pilotes que chez la lutte incessante pour le titre. Il y a aussi la météo qui a joué toutes sortes de tours au cours de cette saison. Bref, on peut dire qu'on en a eu pour notre argent. Et ce que je retiendrai, c'est peut-être qu'il y a eu 11 vainqueurs différents dans ces 20 courses. Et 3 pilotes ont remporté une épreuve pour la première fois en carrière, Moreno, D'Amata et Papis. Chez nos pilotes québécois, au sein de l'écurie Players, Patrick Carpentier était de retour, évidemment. Il devenait, Bertrand, le vétéran de l'équipe, puisqu'on lui greffait un pilote recru, mais un pilote qu'on connaît bien et dont on connaît le talent, Alexandre Tagliani. Qui a mené au mérite plusieurs courses durant la saison. Il a été l'une des très bonnes recrues au cours des dernières années. Alors, donc, nous allons, au cours de la prochaine heure, vous présenter un court résumé de chacune des 20 courses et nous aurons également le plaisir de vous faire entendre des entrevues qui ont été réalisées en compagnie de Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani. On est prêt, Bertrand? Oui. Vous êtes prêt à la maison? Allons-y tout de suite. Levée de rideau. Première épreuve de la saison. Une épreuve qui était disputée donc en Floride. L'épreuve de Homestead. Allons voir tout de suite ce que ça donnait là-bas. Alors, au départ, des problèmes pour la voiture de Patrick Carpentier avant même le lancement de la course. Et on voit d'où venait le problème, un problème important. Montoya est le meneur jusqu'au 23e tour, puis son moteur lâche le premier de ses 12 abandons en saison. Patrick Carpentier va reprendre la piste avec des pneus qui vont collaborer cette fois, et là, il va remonter jusqu'en 8e place. Et qui va réussir à se faufiler en tête, c'est Alexandre Tagliani. Alexandre Tagliani qui entre au puits, mais c'est là, Bertrand, qu'il commettra une gaffe, c'est le cas de le dire, majeure, une leçon qu'il va retenir. Oui, parce qu'on l'a bien vu ici, il a dépassé la voiture de sécurité qui ralentissait le peloton, ce qui est interdit. Une erreur de débutant, je pense, mais son équipe ne l'a pas aidé. On aurait dû mieux le conseiller. Il sera pénalisé d'un arrêt au puits, il va terminer 9e. Massimiliano Papis, qui prend la commande de l'épreuve devant Paul Tracy, utilise judicieusement la circulation devant lui. Première victoire de Papis en série Kart à son 60e départ. Alors, au classement, donc, Papis qui s'empare, bien sûr, de façon très prématurée de la tête du championnat devant Moreno, Tracy, nos deux pilotes québécois qui marquent des épreuves de la saison, celle de Long Beach, toujours un succès là-bas. Le départ est donné et Gilles Deferrand prend la commande de l'épreuve, parti de la position de tête. Et très tôt, Deferrand montrait la qualité des voitures Penske sur les circuits routiers. Bris de moteur d'Adrian Fernandez. Zéro arrière ce bloc, il va taper le mur, même si c'est presque en ligne droite. Alors, Gilles Deferrand qui va mener l'épreuve du 1er au 30e tour, malgré ce léger contact, comme vous avez vu, avec le muret de béton. Ça n'empêchera pas de mener à ce moment. Pablo Montoya, toujours pousse sa voiture à fond. Il a fait quelques erreurs. On le voit ici passer tout droit, doit prendre l'échappatoire, va perdre 2 tours. 31e tour, Gilles Deferrand va s'arrêter. 14 secondes, ça peut paraître assez long, mais avec le ravitaillement complet, bien sûr, c'était un arrêt dans les normes. Et qui on voit passer en tête? Roberto Moreno, le vétéran qui dispose enfin d'une bonne voiture. Et là, vous vous rappelez peut-être, Patrick Carpentier a été victime de cet incident, fracture du poignet. C'est Mimo Gidley qui était à bord de la monoplace Players. Incendie dans le compartiment moteur de la voiture de Fittipaldi. On arrose avec de l'eau. C'est ce qu'il faut faire puisque c'est du méthanol qu'on utilise comme carburant. Personne ne sera blessé. Très belle performance d'Alexandre Tagliani à sa 2e course seulement. D'abord ce dépassement sur Mark Blundell pour la 6e position. Alexandre n'en a pas assez, Bertrand. Oui, puisque par la suite, c'est Roberto Moreno qui subit cette attaque de Tagliani. Alexandre, donc, maintenant, en 5e place. Et Blundell va également gagner une position aux dépens de Moreno. Par la suite, Paul Tracy va dépasser Kurosawa. Il devient le meneur de l'épreuve. Tracy est parti 17e. Imaginez, va réussir à remporter cette épreuve et passer en tête du classement. 34 points, 26 pour Vasseur, 20 pour Papis. Tagliani en a 16 maintenant. Patrick Carpentier, rappelons-le, n'y était pas.
sur ce petit pas de danse de Paul Tracy. L'épreuve de Rio, la dernière présentée sur circuit ovale. Ce sera sur circuit routier l'an prochain. Alexandre Tagliani à sa 3e épreuve et à la grande joie et peut-être à la surprise également de ses équipiers, va réussir la position de tête. Un exploit formidable. Avant même le lancement de l'épreuve, regardez Auriol Servia part en tête à queue. Imaginez un moment plutôt embarrassant. Il y avait une certaine pression, bien sûr, sur Alexandre. C'est lui qui devait donner le rythme de l'épreuve. Vautour était prêt, mais Alexandre a bien anticipé le drapeau vert et va conserver la position de commande de l'épreuve à la négociation du premier virage. Montoya est maintenant en 2e position jusqu'à son bris de câble d'accélérateur. Il est furieux. Alexandre Tagliani qui s'amène au puits. C'est son premier arrêt au 35e tour. Là aussi, un arrêt dans les normes. Il n'y a pas que les débutants qui font des erreurs. Regardez Dario Franchitti, tête à queue dans les puits en tentant de sortir après un ravitaillement. Il y a eu une belle lutte par la suite entre les deux pilotes recrues officiellement, c'est-à-dire Alexandre Tagliani et Kenny Brack. On aperçoit Alexandre devant Brack, qui a cependant beaucoup d'expérience sur piste ovale puisqu'il a été pilote en IRL. Les courses souvent vont se disputer dans les puits lors des ravitaillements. On prend des chances. Il y a eu beaucoup d'incidents cette année. Regardez Andretti qui va heurter un de ses mécaniciens. Heureusement, il ne sera pas trop blessé. Kenny Brack va s'emparer de la tête. Il va la maintenir du 77e au 93e tour, suite à un arrêt au puits d'Alexandre Tagliani. Jourdain s'immobilise, va provoquer une neutralisation, puis la course sera relancée avec 10 tours à faire. Alors, au drapeau vert, Alexandre Tagliani est de retour en tête et c'est lui qui mène à la relance. Malheureusement, il va partir en tête à queue. Regardez, un peu trop large en virage. Tête à queue, il était meneur, il va perdre 2 tours. Et l'incident va entraîner une neutralisation complète et c'est sous le drapeau jaune. Évidemment, on est complètement défait vu cet incident. Et c'est sous le drapeau jaune, donc, qu'Adrian Fernandez, venu de nulle part, va remporter l'épreuve. Tracy mène toujours devant Vasseur et Moreno. Tagliani, Carpentier restent à leur position respective. L'épreuve du Japon a été reportée de 24 heures et même ça, il pleuvait encore lors du déroulement de la course, mais la pluie a cessé, la piste s'est asséchée et c'était donc le départ avec Juan Pablo Montoya en tête. Et cette fois-ci, Auriol Servia va au moins compléter un tour, mais il va quand même partir en tête à queue. Regardez, tout seul comme un grand sorti de virage dès le premier tour. Montoya va garder la tête du 1er au 132e tour. Et comme il le fait si bien habituellement, vous le voyez, il s'est creusé un écart relativement confortable. Andretti, parti 8e, va connaître une très belle course. Il va rapidement remonter vers les 2 Ganassi qui roulent en tandem à l'avant du peloton. Gilles de Ferrand, qu'on aperçoit ici au puits, prenait le départ de la 5e place. Il a finalement terminé 9e au Japon. Et abandon pour le pauvre Jimmy Vasser qui occupait la 2e place. C'est terminé pour lui et le moteur Toyota, qui cette année disposait d'une bonne voiture puisqu'il était chez Ganassi. Alors c'était une combinaison formidable et surprenante. Absolument. On aperçoit Alexandre Tagliani qui est entré au puits, mais il y a eu un problème avec le système d'alimentation en carburant. Tagliani a dû retourner en piste et ça lui a coûté évidemment plusieurs places par la suite. Montoya sort des puits, il a perdu la position de tête, il est maintenant seulement 8e. Alors avec 22 tours à faire, on voit Michael Andretti premier suite à un drapeau jaune causé par l'abandon de Mark Blundell. Là, c'est l'abandon d'un autre moteur Toyota, celui de Canaan. Ce sera la dernière saison de Mercedes tellement ça a mal été. Michael Andretti va donc franchir le premier. Le drapeau à damier. Andretti qui remporte donc sa première victoire de la saison. Tracy domine toujours au classement devant les 2 autres. Victoire donc de Michael Andretti à Motegi. Nazareth, eh oui, il neigeait. Je m'en rappelle, Bertrand. Ouais. C'était le 9 avril. La course a donc été annulée et elle a été reportée le 27 mai. La météo était quand même un peu plus amicale le 27 mai. Au départ, Dario Franchitti, pneu froid, perd le contrôle en accélération, entraîne Cristiano D'Amata avec lui. Une bourde donc dès les premières secondes de l'épreuve. Et qui passe en tête rapidement, c'est Montoya qui va mener les 76 premiers tours de cette épreuve. On a eu droit à une fratricide, si on peut s'exprimer ainsi, entre De Ferrand et Castro Neves, les 2 coéquipiers. De Ferrand qui passe par l'intérieur. Très belle manœuvre.
Petite erreur de Massimiliano Papis, part en tête à queue. On l'évite de peu, mais la course est terminée pour lui. Et la course se fait dans les puits également. Regardez comment c'est serré entre Montoya, Tracy, Michael Andretti. Et finalement, Tracy va s'installer devant Montoya. Mais pas pour longtemps, parce que regardez le Colombien, dès la relance de la course, repasse en tête. Alexandre Tagliani en 7e position. On l'aperçoit derrière Jim Vassar. Il a un tour de retard, ce qui n'est pas inhabituel sur ce petit ovale. Abandon pour le pauvre Carpentier, ennui de moteur. Un accident assez sévère, un contact violent. Norberto Fontana qui voit sa journée de travail terminée. Et ça va mal pour l'écurie Players. Autre abandon. Tagliani doit sortir de sa voiture. Une autre malchance, donc, pour le pilote québécois. Oh. Michel Jourdain, regardez tout près de la caméra placée sur le muret. Canaan qui était le meneur, mais hors séquence, entre au puits, ce qui permet à qui de passer en tête? Eh bien, ça permet à un certain Gilles de Ferrand, si je ne m'abuse, de prendre la commande de cette épreuve de Nazareth, en Pennsylvanie. Il va conserver l'avantage jusqu'à la fin. C'est important, il signe sa première victoire sur ovale. Alors, voilà donc le classement après 5 épreuves. Nous faisons une pause et nous sommes de retour dans quelques instants. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Stéphane Richer se rapproche de plus en plus de Montréal. En effet, son agent a rencontré André Savard aujourd'hui. Le tricolore a manifesté de l'intérêt pour le jeune retraité. Plusieurs points demeurent au centre des discussions, notamment les exigences salariales de Richer. Ce dossier devrait connaître son dénouement demain. Et à la suite de la défaite des Kings hier soir, le défenseur Rob Blake a indiqué à un journal de Los Angeles qu'il s'attendait à être échangé. Blake sera joueur autonome sans compensation le 1er juillet prochain et les négociations avec les Kings ne vont nulle part. Et les avocats de Patrick Roy ont déposé une requête contestant la loi sur la violence conjugale du Colorado. Selon eux, cette loi qui a été utilisée pour porter une accusation contre le gardien est inconstitutionnelle. Roy avait été arrêté pour violence conjugale. Alors, nous aurons tous les détails sur ces manchettes et bien d'autres nouvelles à 22h, de même que l'analyse du match Devils-Panthers en compagnie de Norman Flynn et une analyse en compagnie également de Jacques Dussault. À plus tard. Avec son nouveau moteur diesel Duramax de 300 chevaux et la transmission automatique Allison, le Sierra HD de GMC est le pick-up diesel le plus puissant jamais conçu. Après un petit coup de pinceau, ouais, il va être pas pire. Le nouveau Sierra HD de GMC. On se retrouve maintenant sur le circuit ovale de Milwaukee. Au départ, Patrick Carpentier est en 3e position. Patrick, toujours très rapide sur les circuits ovales. Il va rapidement monter à l'assaut. Il va aller chercher Frank Kitty en 2e position. Et le voilà en bonne place pour cette longue épreuve. Patrick, très ambitieux, évidemment. Premier arrêt au puits pour le Pilote Players. Excellent. Le chrono aurait pu s'arrêter même un peu avant. Donc, autour de 12 secondes. Très bon arrêt pour l'équipe Players. Montoya, parti de la pole, poursuit sa domination. Il mène toujours la course de Milwaukee. Gilles de Ferrand qui tente un dépassement sur Patrick Carpentier. C'est très serré. Il visait l'intérieur, mais il n'y avait plus d'espace. Petits ennuis d'embrayage. Regardez, la voiture avance alors que l'embout d'appareil de ravitaillement est toujours connecté. Le carburant va se répandre sur la voiture. Début d'incendie. Heureusement, malheureusement, on ne voit pas assez du méthanol. On sait que les flammes de méthanol sont invisibles, mais on arrose la voiture d'eau. Tout le monde sera sain et sauf, mais on a frôlé la catastrophe.
Gilles Deferrand qui doit s'arrêter pour quelques gouttes seulement pour rallier l'arrivée. Un arrêt d'environ 4 secondes pour Deferrand. Et il repart aussitôt. En tête, c'est toujours Montoya devant, cette fois, Andretti en deuxième et Carpentier troisième. Et ce sera donc une première victoire pour Juan Pablo Montoya cette saison, lui qui a déjà été victime de plusieurs malchances depuis le début du calendrier. Patrick Carpentier, donc, belle performance, 24 points maintenant. Tracy Moreno, Vasseur dans l'ordre, ça se resserre cependant, comme vous le voyez, après 6 épreuves. La suivante est celle de Détroit. C'était le même dimanche que le Grand Prix Air Canada. Au départ, Montoya est premier. Patrick Carpentier est en 5e position. Et il y avait de beaux espoirs enfin sur circuit routier pour Patrick. Alors, dans l'ordre, Montoya, Franchitti, Castroneves, Deferrand, Montoya qui va mener les 58 premiers tours. On retrouve par la suite Helio Castroneves en 2e place après son arrêt au puits. Autre incident dans les puits, regardez, Tracy qui arrive trop rapidement en angle, va légèrement heurter un de ses mécaniciens. Heureusement, il ne sera pas sérieusement blessé. Juan Pablo Montoya devra abandonner en raison d'un bris mécanique. On lui dit de couper le moteur. Demi-arbre de roue. Vous le voyez, je pense que c'est très clair avec cette image. Autre incident très difficile à accepter pour le champion en titre. À qui la faute? Deferrand, Blondel, Fittipaldi, accrochage. Tout le monde va s'accuser, mais ce qui est sûr, c'est que c'est l'abandon pour les 3 pilotes. Et voilà ce que ça donne depuis cet angle différent. Patrick Carpentier qui se retrouve par la suite en 5e position jusqu'à la fin. Castroneves passe en tête. Je l'avais oublié, moi, dans ma liste des pilotes qui ont inscrit une première victoire cette saison. Castroneves en tête et il va conserver l'avantage. Et il va célébrer, Bertrand, d'ailleurs, on l'entend. Il va célébrer de façon absolument incroyable. Regardez, la voiture est immobilisée. Il sort de sa monoplace, traverse le circuit et va terminer sa journée dans les grillages. Pour saluer le public, et ça, c'est une belle initiative. Alors, Tracy, Vasseur, Moreno, les 3 ne sont séparés que par 7 points. Carpentier et Tagliani se suivent dans l'ordre. À leur position respective, bien sûr. On se retrouve maintenant sur le circuit permanent de Portland. Un circuit toujours très névralgique, particulièrement à la première chicane. Le vert était donné. Est-ce qu'on va réussir à passer 3, 4, presque 5 de large? Eh bien non. Ce qu'on redoutait le plus est arrivé à cette première chicane. Et l'accident a été tel, Bertrand, qu'on revoit d'ailleurs d'un autre angle, qu'il a fallu arrêter l'épreuve. C'était tout simplement trop dangereux. Et il a donc fallu l'arrêter et donner un deuxième départ. Et on relance, et comme on le voit, ce sont les Penske, Castroneves, Deferrand qui partent en tête. Très chaud, Fittipaldi à l'intérieur. Le Fittipaldi qui était vraiment gonflé à bloc à Portland. On le voit ici passer Patrick Carpentier. Patrick qui, en bout de ligne, terminera l'épreuve en 10e position. Et le vétéran Andretti ne veut rien savoir, ne s'en laisse pas imposer par cette verte recrue que demeure Montoya. Le voilà qui le dépasse pour prendre la 5e position. Il va éventuellement terminer 4e. Helio Castroneves, évidemment, lui, fort de sa première victoire, avait acquis la position de tête. On le voit ici au puits. Castroneves qui revient en piste. Au moment important du championnat, regardez, bris de suspension pour Tracy, le meneur au championnat jusqu'à Portland. C'est terminé pour lui, ça va lui coûter cher. Et terminé aussi pour Juan Pablo Montoya, qui devient de plus en plus frustré. 5e abandon en 8 courses pour le champion défendant. Erreur de l'écurie, Tag arrive en panne sèche à son course, lui qui était 6e. Et qui va en profiter? On lui présente les 2 drapeaux à damier. Gilles Deferrand qui remporte une victoire. Il devient le premier pilote de la saison à remporter une 2e victoire. Cette épreuve, donc, est gagnée. Moreno, Deferrand, regardez comme c'est serré au championnat. Cleveland, peut-être ma course préférée dans la saison.
Au départ, est-ce que tout le monde va passer? C'est très large là-bas. Et non, on ne passera pas comme à Portland. C'est encore l'effet domino. Et il y a une victime, notamment qu'on retiendra, c'est Helio Castroneves. Roberto Moreno, 41 ans, est parti de la position de tête et va mener 91 des 100 tours de cette épreuve. On dit souvent qu'il n'y a pas de mur à Cleveland. Eh bien, c'est pas vrai. Regardez Mark Blundell. C'est un mur temporaire, d'accord, un mur de protection, mais quand même. Et regardez la réaction. Celui que l'on surnomme Poupeau ou Papy en français, Moreno entre au puits, mais va quand même conserver l'avantage. Très belle lutte tout au long de l'épreuve, notamment entre Kenny Breck et Michael Andretti. Breck qui va passer au virage numéro 1 et prend alors la deuxième place. Tagliani, 7e, subit un bris de boîte de vitesse en vue de l'arrivée. Une autre dure épreuve. Il y a eu drapeau jaune par la suite, le vert est donné. Et regardez bien ce qui va se passer cette fois. C'est Patrick Carpentier et Juan Pablo Montoya qui vont se toucher. Ça a été un spectacle, encore une fois, à la hauteur. Mais on est souvent limite là-bas à Cleveland, alors qu'on voit les deux belligérants, Carpentier et Montoya. Carpentier est parti 19e, monte à l'assaut de Franchitti, le voici 5e. Mais c'est l'aîné ou l'aïeul, si vous préférez, qui va remporter la victoire, Roberto Moreno. Et c'était une victoire extrêmement importante parce qu'elle consolidait davantage sa position de commande au classement après 9 épreuves. On se retrouve maintenant au Molson Indy de Toronto. Au départ, c'est toujours angoissant. Au virage 1, est-ce que ça va passer? 3 de large, léger contact, mais ça va. Au virage 3 maintenant, est-ce qu'on va passer? Regardez, Castroneves, petit concentre les deux autres derrière, Montoya, Tracy, contact. D'Amateur va passer en tête donc lors de la relance. Il va mener les 73 premiers tours, lui qui en est à sa 2e saison en série kart. Et comme c'en est presque devenu une malheureuse habitude, les deux pilotes players sont partis très loin, mais se sont bien battus tout au long de l'épreuve. D'abord, dans un premier temps, Patrick Carpentier et aussi Alexandre Tagliani. Tagliani très incisif va légèrement heurter Moreno qui part en tête à queue, qui en profite. Carpentier qui fait l'intérieur aux deux. De Ferrand, Fittipaldi, regardez, contact dans la ligne des puits. Décidément, il y en a des incidents dans les puits cette saison. Belle bagarre, regardez Servia qui passe Fernandez côte à côte au virage numéro 3. C'est pour la 4e position. On roule roue dans roue. Mais Servia va finalement partir en tête à queue. Petite erreur de jeunesse. C'est la lutte entre Andretti et Fernandez qui avait pris la commande de l'épreuve. Andretti, le roi de Toronto, passe devant Fernandez. C'est le nouveau meneur. Beau travail des deux pilotes de l'écurie Players. Tag parti 19e et Carpentier 17e vont terminer respectivement 5e et 7e. Et pour Michael Andretti, c'est un autre triomphe, une autre conquête dans les rues de Toronto. Victoire de Michael, donc, au Molson Indy édition 2000. Et il s'approche de Moreno au classement. Comme vous le voyez, seulement 2 points les séparent entre la première et la 2e place. J'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Me croyait endormie. La 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 la. Il y a une autre façon de faire lever tes parties. Avec la vidéocassette Molson Karaoke Jam. T'as une chance sur 5 de gagner dans les caisses de Molson Dry et de Molson Export. Molson Karaoke Jam. Aucun achat requis, 18 ans et plus. Première des 2 épreuves de 500 000 de la saison, celle du Michigan. Au départ, très belle stratégie pour Gilles de Ferrand qui prend la tête momentanément, cependant. Oui, parce que le premier tour officiel sera complété par Montoya, qui lui était parti 7e.
Les meneurs changent souvent au Michigan. Alexandre Tagliani, regardez la manœuvre, on s'en rappelle tous, par l'extérieur, s'il vous plaît. Alexandre Tagliani qui va s'emparer de la position de commande de ces 500 000 du Michigan et va le faire de façon audacieuse à l'intérieur aux dépens de Michael Andretti. Oui, sa troisième course menée cette saison, mais ça s'est mal terminé. Tête à queue, frappe le mur. Heureusement, il ne sera pas blessé. Patrick Carpentier, lui, toujours très rapide sur ce genre de circuit. La voiture également excellente, alors qu'on voit Alexandre qui revient à l'intérieur de l'ovale du Michigan, une piste de 2000. Patrick Carpentier, donc, deuxième position, est vraiment en lutte avec les meilleurs. Parti 9e, Carpentier, donc, qui se fait plaisir. Regardez Fittipaldi qui déboîte trop sèchement. Sa voiture perd ses appuis aérodynamiques. Il fait une longue glissade qui aurait pu très mal se terminer. Heureusement, il ne va pas toucher le muret intérieur de la piste. Alors, tout simplement, tête à queue pour Fittipaldi. Peut se compter chanceux, mais a quand même été secoué, imaginez, en raison de la vitesse. 233e tour, Patrick Carpentier avait glissé en 5e position et Juan Pablo Montoya le passe pour cette 5e place. Oh, que c'était chaud. Roue contre roue à quoi? 230 000 à l'heure, imaginez. Montoya qui passe Andretti pour la première place. C'est donc au dernier tour que ça s'est joué là-bas et par quelques fractions de longueur de voiture également. Et belle 4e place pour Carpentier. Alors, Andretti mène au championnat. Moreno, Tracy suivent. Patrick Carpentier, 65 points déjà d'amassés à ce moment. À Chicago maintenant. Eh bien, avant même le départ de l'épreuve, c'est l'abandon pour Massimiliano Papis. Regardez Papis qui va rapidement ramener la voiture au bercail avec des flammes que l'on aperçoit à l'arrière. Donc, Papis a eu d'abord un beau geste sportif pour ses collègues et aussi un beau geste de sécurité. Alors, la course est finalement relancée et nouvelle malchance pour Castro Neves qui était deuxième à abandon, lui aussi, en huile moteur. Juan Pablo Montoya va dominer une grande partie de l'épreuve. On le voit à l'œuvre. Montoya toujours très agressif sur ses pistes. La troisième fois en 3 saisons, accrochage entre Tracy et Franchitti. Cette fois-ci, c'est Tracy qui a tenté de faire l'intérieur à son coéquipier. Les deux terminent leur course contre le mur de ciment. Patrick Carpentier, regardez, va rouler très bas à l'intérieur, va perdre le contrôle, va terminer sa course de cette façon. On a exonéré Patrick Carpentier par la suite, cependant. Bris de moteur pour le pauvre Montoya. Encore une course de gâchée. Cristiano D'Amata qui prend la tête à compter du 175e tour. Michael Andretti est en 2e place et Gilles de Ferrand qu'on aperçoit en 3e. C'est important de le suivre à partir de maintenant, de Ferrand. Tagliani aux prises avec une voiture très difficile devra se contenter d'une 9e place. Et en bout de ligne, Cristiano D'Amata remporte la victoire. D'Amata est le 9e pilote différent cette saison à remporter cette épreuve. Au classement, Andretti, Moreno, De Ferrand qui se pointe en 3e place. Mid-Ohio. Superbe condition météo, superbe circuit. Voilà ce que ça donne au départ. En plongée, les deux Penske sont devant, s'il vous plaît. On attendait beaucoup de Montoya sur un circuit routier, mais sa voiture est très difficile à piloter. Il fera 2 excursions hors piste. Montoya qui a labouré pas mal, Bertrand, à cette épreuve-là. Franchitti avait frappé l'arrière de la voiture de Vasseur. C'est donc terminé pour lui. Et un premier arrêt pour le meneur Gilles de Ferrand. Alors, De Ferrand est le premier des deux Penske à s'arrêter. On va voir Castro Neves employer une stratégie qu'on voit souvent en Formule 1. C'est-à-dire, il retarde son premier arrêt un tour de plus que De Ferrand. Il roule très rapidement avec une voiture très légère. Il va faire un arrêt un petit peu plus court que son coéquipier et va ressortir en tête. Un incident impliquant 2 pilotes canadiens qu'on verra. Alexandre Tagliani s'amène rapidement derrière Paul Tracy. Va-t-il passer par la gauche? Va-t-il passer par la droite? Il semble avoir l'avantage, mais Paul Tracy touche Alexandre Tagliani. C'est le contact entre les deux et c'est l'effet, bien sûr, domino par la suite. Carpentier occupait une belle 6e place en vue d'arrivée, mais il a eu de légers ennuis de turbo. Fernandez a passé, mais il a su résister par la suite à Andretti et Tagliani, et ça lors des 3 derniers tours. Alors,
Carpentier, qui se montre très incisif, refuse de céder. Une belle bagarre, donc, jusqu'à la fin. Les hauts drapeaux à damier, c'est une voiture de Roger Penske qui sera là, celle d'Helio Castroneves. Castroneves, qu'on avait vu très émotif à Détroit, évidemment, eh bien, il déclenche encore le délire, non seulement chez ses équipiers, mais même à bord de la voiture. Il va répéter un peu son scénario de Détroit. Il en fait une marque de commerce et une signature au classement Andretti, De Ferran et Moreno. Elkhart Lake. Je ne sais pas pourquoi, on sentait que c'était peut-être la grande occasion pour Alexandre Tagliani. Après un superbe lancement, Tagliani va négocier le premier virage en tête. Celui qui éprouve des ennuis rapidement, c'est De Ferran, deuxième sur la grille. Ennui de boîte, on le voit à droite de l'écran, ralenti, sa course est déjà terminée. Mauvaise fin de semaine pour Carpentier. Ennui avec sa pédale de fin en première séance de qualification, avec le moteur en deuxième séance. Sa course se terminera avec un tête à queue. Alexandre Tagliani, éventuellement, ne peut résister à la poussée de Juan Pablo Montoya, qui va le dépasser au 18e tour pour prendre la tête de cette épreuve d'Elkhart Lake. Vous vous rappelez du Brésil, bris du câble d'accélérateur. Même chose à Road America pour le pauvre Montoya, encore une fois contraint à l'abandon. Et Alexandre Tagliani va reprendre la tête de l'épreuve en raison de cet ennui. Tagliani qui, évidemment, lui aussi a le mauvais sort qui le guette. Michael Andretti, c'est l'abandon. Lui aussi, problème de transmission. C'était vraiment une épidémie. Vous avez dit problème de transmission, Pierre. Eh bien, cela affecte aussi le pauvre Tagliani qui se dirigeait vers sa première victoire. Mais c'est l'abandon. Il y a toujours quelqu'un qui profite d'une série de mésaventures comme celle-là, d'une série d'incidents. Et qui sera le grand gagnant de cette épreuve d'Elkhart Lake? Eh bien, vous allez l'apercevoir dans quelques instants. Paul Tracy. Qui avait eu des ennuis de moteur en début de course et qui était tombé dernier. Superbe remontée. Parti 23e, donc. Paul Tracy remporte une épreuve. Et c'est une victoire extrêmement importante parce qu'il avait été exclu pendant quelques courses et voulait revenir dans la course au titre, toujours menée par Michael Andretti. Molson Indy de Vancouver. Au départ, donc, les deux voitures de Barry Green et les deux voitures de Roger Penske. Les deux écuries qui montraient de plus en plus une forme de domination à la fin de la saison. Oh, un incident qui a fait couler beaucoup d'encre. Tagliani qui tente de passer. Carpentier, c'est l'accrochage et Blondel ne peut éviter la voiture immobilisée de Carpentier. Oh, qui a eu tort dans cet incident. On vous laisse juger. Voilà comment ça s'est terminé. Et il y a eu une petite réaction assez... vive. Assez vive, oui. De Patrick à c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, par la suite, de réaction en chaîne avec Tagliani qui pousse Marquez, qui lui-même pousse Gugelmin. Enfin bref, ça s'est terminé comme ça, dans la zone de dégagement. Franchitti, le meneur devant son coéquipier. Tracy et De Ferran. C'est l'arrêt au puits pour Franchitti et pour Paul Tracy également. On était prêt chez Barry Green. Et qui va sortir en tête? Eh bien, incident pour Franchitti et Paul Tracy va en profiter. Et c'est lui qui va donc reprendre la piste en première place. Et pour le pauvre Tagliani, ça va se terminer comme ça s'était commencé cette épreuve. Dans un mur de pneus, il pourra repartir, mais à nouveau, va aller mettre sa voiture dans un mur de pneus. Alors, course à oublier vraiment pour Tagliani, mais il fera la paix un peu plus tard avec Carpentier. Et pour Paul Tracy, qu'on avait presque oublié dans la course au titre, après la victoire d'Elkhart Lake, voilà que Paul Tracy mène devant Dario Franchitti et va gagner le Molson Indy de Vancouver. Et regardez, soudainement, il revient au plus fort de la lutte. 6 points de retard seulement sur Michael Andretti. Adrian Fernandez est 3e. On fait une pause et on sera de retour dans quelques instants avec les dernières épreuves de la saison. Avec son nouveau moteur diesel Duramax de 300 chevaux et la transmission automatique Allison, le Sierra HD de GMC est le pick-up diesel le plus puissant jamais conçu.
Après un petit coup de pinceau, ouais, il va être pas pire. Le nouveau Sierra HD de GMC. Moi, j'aime bien le Québec. On y trouve des choses étonnantes, comme la SAQ, par exemple. Ils ont des vins de partout, des alcools du monde entier, et si tu sais pas, tu demandes, ils connaissent tout. Alors, de deux choses l'une. Ou vous ouvrez une SAQ chez nous, ou je prends un appart chez vous. La SAQ, unique au monde. Nous sommes de retour et cette fois, on s'en va en Californie, à Laguna Seca. Regardez ce qui s'est passé en qualification. Vous l'avez peut-être vu plus qu'une fois, plus que deux fois, peut-être des dizaines de fois, cet accident de Patrick Carpentier. Au moins, on a égalisé la surface du bac à gravier dans ce virage, puisque un peu plus tard, c'est Paul Tracy qui est sorti. Heureusement, le bac à gravier a fait son travail. Il n'a que heurté le mur de pneus. Alors, on a eu la frousse, donc, dans le cas de Carpentier, un peu moins dans le cas de Paul Tracy. Regardez encore comment la voiture a littéralement été soulevée dans les airs et par en tonneau, par-dessus les clôtures qui devraient, en principe, éviter ce genre de choses et capter littéralement la voiture qui dérape. Alors, c'était donc le lancement de l'épreuve, une épreuve menée par les deux voitures de Roger Penske encore sur circuit routier. Et qui est en tête, eh bien, parti de la pause, c'est Castroneves qui résiste. Il va mener les 40 premiers tours. Alors, Patrick Carpentier, remis de ses émotions, participe à l'épreuve. On le voit ici, effectuer un très beau dépassement sur Massimiliano Papis. Carpentier qui terminera éventuellement en 9e place. Sortie de piste pour Roberto Moreno. Mauvaise fin de saison pour lui. Il avait mené le classement à un moment donné. Il est maintenant tombé 6e. Tagliani où suit, accrochage hors caméra avec un autre pilote. C'est terminé pour lui. Helio Castroneves, donc, qui domine jusqu'à la fin. Paul Tracy, qui nous a fait vraiment tout un spectacle cette journée-là. On le voit dans un autre de ses dérapages. Il va finalement terminer 11e. Pas une excellente journée dans un contexte où il avait besoin de plus de points que cela. On le voit maintenant à 10 points de Deferrand, qui est en tête du classement après Laguna Seca. Victoire donc de Castroneves, sa 3e de la saison. Et encore une fois, une réaction qui en dit long à bord de la voiture. L'épreuve de Saint-Louis maintenant, au départ, eh bien, on voit un tir groupé. Les deux Ganassi, les deux voitures de Barry Green, Montoya, Vasseur, devant, respectivement, Franchitti et Tracy. Et Carpentier 5e. Oui. Vasseur qui avait vraiment pâli la comparaison avec ses coéquipiers au cours des dernières années, Zanardi et Montoya. Bien, son propriétaire d'écurie, Chip Ganassi, lui a dit qu'il n'allait pas renouveler son contrat. Et on l'a vu beaucoup plus incisif en fin de saison. Regardez cette belle bagarre avec Montoya au début de cette course de Saint-Louis. Et dans le cas de Patrick Carpentier, très tôt dans sa carrière, même quand il était chez Bettenhausen, on l'avait vu très, très fort sur les pistes ovales. Carpentier qui a fait une très belle épreuve à Saint-Louis, très méthodique, très calculée. Vous le voyez ici dans la circulation lourde et ce sera payant pour lui à la fin. Deferrand tente de dépasser Vasseur à l'intérieur. Vasseur ferme la porte. Les roues se touchent. Regardez la fumée blanche qui s'échappe des pneumatiques. Par miracle, Deferrand réussit à conserver le contrôle de sa monoplace qui se dirigeait vers le muret de ciment. Et une autre catastrophe pour Michael Andretti. Regardez Paul Newman, la réaction de déception. Il avait un tour d'avance sur tout le monde, sauf Montoya. Bertrand, c'est ça. Et encore une fois, le moteur qui a flanché. Et voilà Carpentier, 2e, avec 8 tours à faire. Et il se dirige vers un excellent résultat. Juan Pablo Montoya va remporter sa 3e victoire de la saison, sa dernière en série kart, évidemment. Une belle 2e place pour Carpentier, c'est confirmé. Et des changements au classement avec Deferrand, Moreno et Andretti avec 10 points d'écart. On se retrouve à Houston, dans les rues de la ville du Texas. On aperçoit le départ, c'est Gilles Deferrand qui est en position de commande et c'est lui qui va mener le train de voiture au premier virage, là où c'est serré et là où il faut littéralement sauter à pieds joints sur les freins. Carpentier a des ennuis électroniques, sa voiture manque de puissance. Il ralentit devant Blundell, le pauvre qui ne peut l'éviter. On ne peut accuser Blundell là-dessus. Deferrand, donc, qui va mener la course
lors des au moins 40 premiers tours, comme vous le voyez. Ce sera un peu plus, d'ailleurs. Abandon pour Carpentier. Petit incendie à bord de sa voiture. Vraiment une course à oublier. C'est terminé. Et pour Alexandre Tagliani, un peu trop agressif. Vous le voyez, il frappe Michael Andretti par derrière. Et ça entraîne littéralement ce bouchon de circulation derrière. Tagliani qui a même été frappé à l'arrière. Et revoyons un moment de cet incident depuis la voiture de Juan Pablo Montoya. On voit D'Amata qui est tout juste reparti devant lui. C'est venu bien près. Alors en tête, Vasseur, Montoya et Deferrand qui jouent la carte de la course au titre. Et en bout de ligne, Jim Vasseur va remporter une victoire savoureuse pour lui dans les circonstances. On sait qu'il avait déjà été viré par Chip Ganassi. Vasseur qui devient le 10e pilote de la saison à remporter une victoire et il était très heureux. Au classement, donc, Deferrand consolide son avance sur Tracy et Moreno. Et sûrement la course la plus folle de la saison, aux petites heures de la nuit, en Australie. Au départ, carambolage monstre. Regardez les pilotes qui sont impliqués. Il y aura Montoya, il y aura Franchitti notamment, et d'autres qui auront été littéralement coincés. Beaucoup de débris sur le circuit urbain. Donc, Deferrand, sa course est ruinée. Et on le voit, Deferrand, donc, dommage sévère à l'avant de la voiture. À la relance, eh bien, c'est Paul Tracy qui en profite. Il y a encore une carte à jouer dans la course au titre. Il mène cette épreuve. Mais là, soudainement, on aperçoit Tracy immobilisé. Que s'est-il passé? Il avait 10 secondes d'avance sur Michael Andretti. Des problèmes électroniques. On a réussi à relancer la voiture, à reprogrammer tout ça, mais le mal était fait. Et c'est Carpentier qui, à son tour, fait un tout droit. Il était 5e. Imaginez, malheureusement, il va tomber 15e. Et Alexandre Tagliani, qui était 2e, il nous l'a dit, on a fait un pari ultime. C'est la panne sèche, malheureusement. Terminé pour Michael Andretti pour la course au titre. 7e abandon cette saison. Un incendie dans le compartiment moteur. Patrick Carpentier s'est offert cette belle lutte avec Adrian Fernandez. Patrick qui, finalement, termina l'épreuve en 5e place. Grosse bagarre en fin de course entre Tracy et Servia, qui est un peu trop enthousiaste lors de son attaque. Frappe l'arrière de Tracy, l'expédie dans le muret de ciment. C'est terminé pour le Canadien. Oh là là! Au drapeau vert, par la suite, c'est Adrian Fernandez qui mène l'épreuve. Fernandez qu'on voit souvent se pointer dans les hautes positions en toute fin d'épreuve. Et là, contact entre Kenny Brack et Alex Barron. Kenny Brack est maintenant en 2e position. Voilà Vasseur qui passe Servia. Servia qui, d'ailleurs, aura une amende de 20 000 $ pour son attaque au départ de Paul Tracy. C'était pour la 3e place. Et Adrian Fernandez qui va mener sa voiture vers le drapeau à damier et remporter cette course complètement folle. Kenny Brack va terminer 2e. Et ce résultat-là est extrêmement important dans l'ordre qu'on aperçoit, puisque on allait aborder la dernière épreuve de la saison. Vous voyez comment le classement est serré pour les 3 premières places. Mais mathématiquement, 5 pilotes étaient encore en vie pour le titre à l'approche de la dernière épreuve de la saison, celle de Fontana en Californie. Le temps était douteux au départ. On avait fait 33 tours. Il a fallu arrêter l'épreuve. Après 33 tours, le lendemain, on a repris tout ça à ce moment. Et c'était donc un départ drapeau vert. Au 40e tour, on a mis quelques tours sous le drapeau jaune pour s'assurer que la piste était en bon état. Deferrand qui avait fait le travail en signant la pole, donc 1 point de plus au classement. Sort des puits, il est le meneur. Et c'est une sortie à la file indienne. Absolument. Beaucoup de circulation dans les puits. Patrick Carpentier qui est là. La voiture est immobilisée dans la ligne des puits. On a des ennuis à la remettre en marche. Regardez Tony Kanaan à l'avant du peloton. Le moteur Mercedes explose dans la fumée. Andretti lève le pied, ralentit. Servia ne peut l'éviter. C'est l'accrochage. Alors une fin représentative de cette saison du moteur Mercedes qui a annoncé son retrait de la compétition par la suite.
Juan Pablo Montoya qui menait l'épreuve. Une autre malchance. Encore une fois, la mécanique qui le trahit. Chip Ganassi en a assez. Ça a été une saison très frustrante. Avec 6 tours à faire, Fittipaldi, Moreno, De Ferran qui est bien placé et Tagliani 4e. Avec 2 tours à faire, donc Alexandre Tagliani qui malheureusement percute le muret de façon assez violente. Il aura été secoué, il aura passé un petit peu de temps à l'hôpital. Et voilà comment la saison s'est terminée pour Alexandre Tagliani. Et le malheur des uns fait le bonheur des autres. Roger Penske. On a besoin d'un gagnant, bien sûr, dans une course folle. C'est Christian Fittipaldi qui va l'emporter. Mais le champion est là. De Ferran, le 2e Brésilien de couronné champion de la série kart. Enfin, le Brésil trouve un champion après Senna, champion du monde F1 91. Et après la pause, une entrevue avec Patrick Carpentier et Alexandre Tagliani. Avec son nouveau moteur diesel Duramax de 300 chevaux et la transmission automatique Allison, le Sierra HD de GMC est le pick-up diesel le plus puissant jamais conçu. Après un petit coup de pinceau, ouais, il va être pas pire. Le nouveau Sierra HD de GMC. La revue Kart 2000 était une présentation de Molson Export, jeune depuis 1903. Nous sommes maintenant en compagnie de Patrick Carpentier. Patrick, tu as raté 3 courses sur les 20 au total. Pourtant, tu as réussi à atteindre un plateau psychologique important, 101 points. On peut s'imaginer ce que ça aurait été si tu avais participé à toutes les épreuves. Est-ce qu'on peut donc parler d'une saison non seulement satisfaisante, mais presque déterminante aussi pour ton avenir en série kart? Oui, je pense que oui. Je pense que tu as raison. Ça a été une saison, surtout en début de saison, parce que c'est là que j'ai manqué les 3 épreuves, que ma blessure est arrivée. Et puis là, c'était vraiment incertain au niveau de mon futur, puis surtout avec les saisons que j'avais eues dans le passé, où peut-être on me reprochait peut-être un peu d'avoir manqué un petit peu d'agressivité ou des choses comme ça. Mais cette saison-ci, quand je suis revenu, j'avais vraiment changé des suites de cette affaire-là. Ça m'a fait mûrir peut-être un petit peu plus. J'étais plus déterminé. Et puis j'ai démontré vraiment beaucoup d'agressivité toute la saison. Et puis ça l'a porté fruit, ça m'a donné 101 points malgré, comme tu dis, qu'on a manqué 3 épreuves. Puis ça a été une saison, je pense, déterminante à ce niveau-là, aux yeux de l'équipe puis aux yeux des autres équipes aussi. Je pense que c'est la bonne direction, puis c'est la direction que je vais garder pour la saison prochaine. Patrick, est-ce que le facteur contractuel, bon, c'est réglé maintenant, et tant mieux, tu seras avec l'équipe au moins en 2001, peut-être même au-delà. Est-ce qu'il reste que le problème contractuel a dérangé à un moment donné ta concentration ou ta position au sein de l'équipe ou en piste? Pas vraiment, mais sauf que je vais être honnête, à Chicago, quand j'ai appris la nouvelle, j'étais un petit peu sur le choc parce que je l'avais appris pendant la fin de semaine de Chicago. Et puis ça, j'avais trouvé ça plus difficile. Mais si c'est pas difficile, on ne change pas. Et puis je pense que ça m'a formé une carapace qui est devenue beaucoup plus solide. Puis pour moi, le changement déterminant, ça a été à Houston. À Houston, j'ai eu une rencontre avec l'équipe, avec les gens. Puis c'était une rencontre vraiment déterminante, solide. Que j'avais pris des décisions, puis je voulais que l'équipe prenne des décisions, puis tout ça. Puis ça, je pense que ça a changé beaucoup de choses au niveau que les gens, de la façon que les gens me regardaient, puis au niveau aussi psychologique. Il y a eu aussi des soubresauts avec ton jeune coéquipier, mais je pense que c'était beaucoup plus relié à la course comme telle, à votre instinct de compétition, beaucoup plus qu'à une mésentente complète et globale, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est normal. Tu sais, Paul Tracy, je pense que c'est sorti à plusieurs reprises avec Dario Franchitti. Et puis, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coéquipiers qui ne se sont pas accrochés. Jacques Villeneuve avec Zonta ont eu leurs difficultés eux aussi.
Mais je pense qu'Alex, c'est un pilote agressif, puis moi, je suis un pilote agressif. Puis sur la piste, on se fait pas de cadeaux. S'il faut que je le coupe pour réussir à avoir la victoire, je vais le faire, puis lui, il va faire exactement la même chose. T'sais, c'est sûr qu'il y a tout le temps un certain respect parce que c'est 2 voitures bleues. Et puis, on ne veut pas se sortir non plus sans raison. Mais sauf qu'en dehors de la piste, on a eu beaucoup de plaisir. On a sorti ensemble en Australie, on a loué des petites voitures 3 roues. On a vraiment eu du fun avec Oriol Servia. Fait qu'il y a quand même moyen d'avoir du fun. Je pense qu'on est assez adultes, tous les deux, pour comprendre que sur la piste, bien, si j'avais voulu travailler vraiment en équipe sur la piste, bien, je jouerais au hockey aujourd'hui. Puis là, j'aurais beaucoup de coéquipiers. On sait que c'était pas mal sur le patin déjà, ça, oui. On le sait. Patrick, en terminant, avec l'expérience que tu as acquise maintenant, et ça va se poursuivre en 2001, est-ce que tu es en mesure maintenant de comprendre la recette complète pour gagner en série kart? Et c'est de plus en plus complexe. Évidemment, le pilote y est pour beaucoup, mais l'équipe également, les ingénieurs et tout ça, les stratégies. Oui. Hein? Je pense que c'est... si on savait la formule, je pense que au lieu d'investir 1 million dans l'équipe, on perd 1 million pour garder cette formule-là. Mais sauf que une chose que j'ai compris cette année, c'est que si tu n'as pas les gens autour de toi que tu as besoin, que toi, en qui tu as confiance pour amener la voiture en avant, puis remporter des épreuves, si ces gens-là ne sont pas là, si l'équipe n'est pas la pensée vers ça, la motivation, les gars ne se donnent pas à cœur puis à 100 puis il y a tout le temps des petites erreurs. On a eu plusieurs cette saison-ci. Puis c'est des choses qu'on va éliminer la saison prochaine. C'est ça que ça prend. T'sais, si on regarde d'autres équipes comme Barry Green, qui est quand même une bonne équipe, les gars font pas beaucoup d'erreurs, l'équipe est déterminée, mais je pense qu'à chaque année, Players... l'équipe s'améliore, puis ils veulent investir beaucoup pour la saison prochaine, puis on va apporter, je pense qu'il nous a manqué cette année, c'est l'expérience, les têtes grises, et puis au niveau des amortisseurs, les gars qui faisaient nos amortisseurs, je pense qu'ils conduisaient des camions il y a 2 ans. Fait que ça, c'est des choses que... Tout le monde va progresser au même rythme, exactement. Pilote et mécano et ingénieur. Exactement. Puis tout le monde travaille ensemble, puis c'est la raison pour laquelle je suis vraiment plus optimiste pour la saison prochaine, parce que j'ai eu une rencontre avec Neil McElwright et puis les gens de Players. Puis ça m'a vraiment prouvé qu'ils ont vraiment une détermination, qu'ils veulent gagner, ils mettent vraiment tous les efforts, en tout cas, pour que la voiture Players soit en avant. Patrick, en terminant, ce sont les couleurs 2001, ça, le casque qu'on a entre nous deux? Oui, c'est les couleurs que je vais garder. Mais il y a quelques petits... il y a un petit logo qui va s'ajouter sur le dessus ici. C'est ne pas stationner. T'as raison de ce qui s'était passé à Détroit. Bon, alors c'est la couleur or. Mais ce qu'on va te souhaiter, c'est la première marche du podium en 2001. Oui. Et on te souhaite surtout une vraie lutte pour le championnat. Merci beaucoup, Patrick. Oui, merci beaucoup. Et bonne chance. Merci. À cette émission rétrospective de la saison 2000 de la série kart, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Alexandre Tagliani. Bonjour Alexandre. Salut Pierre. Une première saison qui, et j'ai les statistiques devant moi, est tout à fait remarquable. Une pole position, possibilité de victoire, 11 fois meneur d'une épreuve. Et surtout, je pense, Alexandre, la preuve que tu appartiens à l'élite nord-américaine. Est-ce que ce qu'on voit sur les papiers, ce sont les sentiments qui t'animent également? Oui, je pense que la saison que j'ai vécue, ça a été une saison qui a prouvé à moi-même et puis à l'équipe qu'on pouvait être compétitif et puis la confiance de pouvoir gagner des courses. Par contre, honnêtement, je peux dire que quand je l'ai abordé cette saison-là 2000, je m'attendais à être un peu plus effacé, plus constant, finir parmi les 10 premiers, mais souvent. Je m'attendais pas à vivre autant de malchance et de problèmes mécaniques. On a eu 11 DNF cette année. C'est énorme sur 20 courses. Mais je me console avec toutes les joies puis toutes les fois que je me suis retrouvé en tête, me battre avec Montoya, Tracy souvent. C'est comme ça que je me console. Par contre, je sais que j'aurais pu marquer beaucoup plus de points dans le championnat en faisant pas de pole position, en menant pas de course, mais en terminant les épreuves où on était 5e, 6e. Et puis, ça aurait fait toute la différence du monde. Mais ça va être difficile de répéter ce genre de saison-là. En tout cas, d'après moi, les malchances ne me suivront pas toujours. Et puis, si on peut être compétitif et capitaliser sur les opportunités qu'on aura en 2001, il va falloir finir ces épreuves-là parce que c'est comme ça qu'on marque des points en série kart. Qu'est-ce qui a été le plus difficile, Alexandre, au niveau de l'apprentissage de cette série-là, de la voiture et ainsi de suite?
Ça a été en Atlantique, c'était des courses sprint. On poussait la voiture pendant 25 tours, 30 tours. En série kart, les pneus se dégradent vite. Et puis, la stratégie est importante. Donc, il faut peut-être ajuster la voiture de façon à ce qu'on pense au 95e tour de la course en configuration plein d'essence. Et puis, pour moi, ça a été un petit peu une adaptation à mon niveau d'agressivité, de partir en trompe puis d'essayer de graver certaines positions dans les premiers tours. Je pense qu'il y a beaucoup de pilotes qui l'ont prouvé cette année. Un Adrian Fernandez, pas fait des miracles, mais par contre était presque en train de gagner le championnat à la dernière course, juste parce que ce gars-là est constant, est capable de qualifier dans les 15 premiers, mais qui se retrouve en avant juste par la constance puis la patience. Et il y a une bonne stratégie de course également. Ça devient un facteur très important. Très aussi. important, les stratégies, oui. Bon, Alexandre, est-ce que la plus grande joie pour toi a été la position de tête? C'était au Brésil? Bien, c'est-à-dire que ça a été un moment où j'ai vécu beaucoup d'émotions parce que je partais le dernier ayant fait le meilleur temps de la dernière pratique. Et puis, juste après Montoya, qui venait d'établir un temps, le meilleur de la fin de semaine. Donc, on ne savait pas si on pouvait le battre. On pouvait répéter le nôtre, mais il était déjà battu. Donc, et puis, ça s'est fait sur le dernier tour. Donc, c'est sûr que battre un Juan Montoya sur le dernier tour, c'était excitant. Et très tôt dans la saison et dans ta carrière, donc. Oui, c'est ce que tu dis. C'est ce qui a fait aussi, au niveau de ma confiance, j'ai commencé à mettre les échelons un petit peu plus haut au niveau des résultats. Et puis, en 4 courses, on était meneur au titre des tours menés. Mm-hmm. On avait fini déjà 4e à Long Beach. On avait mené 2 courses, Homestead et Brésil. On pensait que tout était possible. Et puis, c'est pour ça que les malchances, les déceptions, les bris mécaniques, je les ai pris un peu plus durement. Et en quelques peut-être dans la saison, est-ce que tu t'en es remis au moment où on se parle? Les derniers roulés sans motricité parce qu'on avait brisé un cardan. Garantir qu'il y avait des larmes qui coulaient, puis c'était difficile à prendre parce que avoir un beau week-end comme ça, l'équipe Players qui m'avait fourni une voiture hyper. Et puis, dominer comme ça, avec un départ canon entre Franchitti et De Ferrand, c'était difficile à prendre avec quelques tours avant la fin. Tu as probablement senti que tout le Québec s'écroulait en même temps que toi. J'ai dit pas encore. Merci beaucoup, Alexandre. Bonne chance pour la saison 2001. Merci beaucoup, Pierre. Merci. En tout cas, ça fait des conversations intéressantes avec nos 2 pilotes québécois. Ceci dit, sans chauvinisme. Mais tiens, parlons-en, Bertrand. Peut-être un commentaire sur cette saison 2000, qui a quand même été une saison de consécration pour les 2 pilotes, malgré tous les déboires. Je pense qu'ils ont prouvé que c'était 2 pilotes qui pouvaient gagner. On a beaucoup parlé de tête grise, d'ingénieurs. C'est fait. On a enfin signé Morse, peut-être pas un nom très connu, mais c'est le gars qui faisait la conception des lots-là à la grande époque. Je parle du 93. Enfin, quelqu'un de solide techniquement qui va pouvoir diriger cette équipe dans le bon chemin, parce qu'on sait qu'en Formule Kart, c'est très important. Et ça manquait beaucoup. Oui. Évidemment, ça a été la dernière saison de Juan Pablo Montoya. On ne sait pas pour un avenir éloigné, mais Montoya fait le saut en Formule 1. Vasseur qui s'en va chez Ganassi. Enfin bref, l'année 2000 a été aussi une saison marquant la fin d'une époque. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui, tout à fait. Et tu as parlé des bons noms, parce que Ganassi avait remporté 4 titres consécutifs avec Vasseur, Zanardi et Montoya. Penske a mis fin à cette domination. L'an prochain, déjà, on sait que Zanardi revient en fin du spectacle. Il va pouvoir remplacer Montoya, celui qui lui avait succédé. Je pense que le championnat va être aussi ouvert qu'en saison 2000, où on a eu, rappelez-vous, 11 vainqueurs différents. C'est un championnat extraordinaire et c'est des courses toujours enlevées. C'est l'inattendu à chaque instant. Un championnat qui comptera 22 épreuves l'an prochain au lieu de 20. Et pourquoi pas, tiens, pour vous mettre dans l'ambiance, vous donner tout de suite notre rendez-vous pour cette épreuve, la première de la saison 2001. Ce sera le 11 mars, l'épreuve, une toute nouvelle course qui aura lieu à Monterrey, au Mexique. Merci beaucoup, Bertrand. Merci à Pierre Bélanger également pour cette émission. Notre réalisateur, c'est Pierre Houd qui vous parle. Au revoir. Joyeuses fêtes à tous.
Les têtes changent, mais le résultat demeure le